Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes la problématique des gaz de schiste concernant le département de l'Ardèche, en m'appuyant sur un diaporama qui date d'il y a quelques mois et qui est le travail de Europe Écologie Ardèche sur cette problématique. Donc ce diaporama va présenter les gaz de schiste d'un point de vue général. Je vais parler du procédé d'exploitation qui est la fracturation hydraulique, procédé qui nous pose problème. Je vais parler des risques avérés pour l'environnement. Et ensuite, on va rentrer dans le détail avec le permis de Villeneuve-de-Berre, petit permis par sa surface, mais grand par son emprise environnementale. On va détailler donc les différents acteurs, les différentes zones du sud-est de la France, la problématique ardéchoise, quels sont les cantons et les communes qui sont concernés par ces gaz de schiste, et ensuite pourquoi ce permis de Villeneuve-de-Berre risque d'être la première zone exploitée en France. On étudiera rapidement les spécificités géologiques ardéchoises, et ensuite, on fera une étude du dossier de GDF Suez que l'on a pu se procurer à Europe Écologie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le gaz de schiste? Le gaz de schiste, c'est du méthane. Ce sont en fait des matières organiques qui sont déposées il y a en Ardèche 180 millions d'années au fond de la mer qui recouvrait notre région. Ces matières organiques, telles que du plancton ou des algues, se sont retrouvées recouvertes rapidement par une couche de sédiments, plusieurs couches de sédiments qui se sont empilées les unes au-dessus des autres. Et cette matière organique privée d'oxygène s'est décomposée, s'est transformée sous l'action de la pression et de la chaleur en hydrocarbures, et ici en l'occurrence du gaz. Donc ce gaz, c'est du méthane, du CH4, et c'est lui qui est utilisé bien sûr pour faire tourner des turbines à gaz qui peuvent fabriquer de l'électricité, du gaz que l'on peut retrouver dans nos cuisinières et qui se retrouvera peut-être dans quelques années dans les réservoirs de nos voitures. Alors, où retrouve-t-on ce gaz? On le retrouve dans des réservoirs qui sont en fait des roches. On a deux types de réservoirs possibles. On a des réservoirs dits conventionnels, donc ce sont, pour faire simple, des grosses poches de gaz où il suffit de perforer, de faire un forage et d'aspirer et de récupérer ce gaz. Ou on le retrouve dans des schistes, et là c'est un petit peu plus compliqué. C'est une roche qui n'est pas poreuse, qui est étanche, qui est imperméable, et où en fait on retrouve ce méthane dans plein de petites bulles disséminées à travers ce schiste, mais des bulles qui ne sont pas raccordées entre elles. Et pour cette raison, on va utiliser un procédé industriel qui s'appelle la fracturation hydraulique et que l'on va voir dans un instant. Alors qu'est-ce que la fracturation hydraulique? La fracturation hydraulique, c'est assez simple. J'utilise un petit diaporama qui a été fait par Sylvain Lapoix et le site Omnipolitics. Donc on retrouve en surface un derrick qui permet d'installer le système de forage, donc le trépan, tout le système qui va avec ce système de forage. Ce forage qui va se faire à travers les différentes couches géologiques jusqu'à une profondeur comprise entre 1000 mètres et 3500 mètres. Il va traverser ce forage les aquifères, c'est-à-dire les nappes d'eau les nappes phréatiques, l'eau que l'on va pouvoir boire ensuite à notre robinet. Il va traverser les poches de gaz conventionnelles qui ont déjà été épuisées depuis quelques années. Et il va descendre jusqu'à la couche qui nous intéresse, la fameuse couche de schiste qui contient ce méthane. Une fois qu'on est arrivé dans la couche de schiste, le forage va se dévier, il va partir à l'horizontale. Il peut aller à l'horizontale sur plusieurs milliers de mètres. On va ensuite, une fois que tout ceci a été fait, remplir le forage avec un liquide qui s'appelle liquide de fracturation. Il est composé de 95% d'eau, 4% de sable ou de particules céramiques, des petites billes, et 1% de produits chimiques. Et c'est ce pourcent de produits chimiques qui va nous poser problème. Alors une fois que l'on a rempli le forage avec ce liquide de fracturation, on va mettre tout ceci en pression. On va mettre une pression de 600 bars en surface dans ce forage, et on va envoyer une onde de choc qui va se propager à travers ce fluide et qui va venir faire une détonation et qui va broyer, qui va fracturer la couche de gaz. Ces fracturations, toutes ces fissures vont permettre de relier les petites couches de gaz les petites bulles de gaz les unes avec les autres, et on va pouvoir ramener à la surface une partie de ce liquide de fracturation. Alors c'est simplement, ça c'est un des problèmes, hein. Une partie du liquide, c'est-à-dire 50% approximativement du liquide, et le reste, donc on laisse au fond du forage, au fond de cette couche de schiste, et on va récupérer ensuite le gaz et les hydrocarbures qu'il y a au fond de ce forage. Ce liquide extrêmement polluant et qui contient beaucoup de produits chimiques va rester pour plus de 50% dans le sous-sol. Il risque ensuite de migrer, il risque de se déplacer dans les fissures et dans les autres couches géologiques, et il peut atteindre
il y a une forte probabilité qu'il atteigne les aquifères, c'est-à-dire les réserves d'eau potable que l'on utilise pour alimenter les réseaux d'eau et ce qu'on a au final au robinet. 50% du produit va être récupéré et ramené à la surface. En surface, on va essayer de le traiter. Pour le traiter, c'est pas une simple station d'épuration comme on pourrait en avoir dans nos villes ou nos villages. C'est un process qui est assez compliqué. On a des condenseurs, on a des séparateurs, on a des bassins de décantation. On va essayer de le traiter plus ou moins bien. On va le faire évaporer aussi, ce liquide. Et on va essayer de l'acheminer par camion, soit dans des systèmes de collecte ou alors dans d'autres forages. On va s'en débarrasser en réinjectant dans d'autres forages voisins. Alors, ces produits chimiques, que sont-ils? C'est très difficile de les connaître tous. Il y en a entre 100 et 600. Ils sont protégés par un secret industriel. Chaque entreprise, un peu comme la recette du Coca-Cola, garde ses techniques. Ces produits chimiques, ils servent à plusieurs choses. D'une part, fluidifier les hydrocarbures qui sont au fond du forage pour pouvoir mieux les extraire. Ils permettent de limiter aussi le développement de bactéries dans ce sous-sol. On va forer et amener donc, avec du matériel qui n'est pas stérile, des bactéries qui sont à l'extérieur et que l'on va introduire dans ce sous-sol et qui peuvent se développer très rapidement et à terme boucher les fissures qui servent à extraire ces gaz. Ils servent aussi, ces produits chimiques, à protéger le matériel, donc les trépans, les vannes, les tubages qui sont en métal et qui peuvent être attaqués par les acides sulfuriques ou tous les autres produits naturels qu'on va retrouver dans le sous-sol. Et ils vont empêcher aussi le développement de sédimentation avec le CaCO3, le calcaire qu'on va retrouver dans ces couches. On peut retrouver dans ces couches. Donc du coup, il y a environ 600 produits chimiques. C'est un peu le best-of, le florilège de l'industrie chimique actuelle. Ils sont tous toxiques, hyper nocifs. Je vous en ai mis 2 pages, mais il y en a plein d'autres, y compris des sables radioactifs. J'ai découvert ça récemment, qui permettent de modéliser la pénétration, la fracturation dans le sous-sol. C'est utilisé comme traceur de la fracturation hydraulique. Alors les problèmes de santé associés à ces produits chimiques, ils sont nombreux. On a des problèmes au niveau gastrique, au niveau intestinal. On a des troubles respiratoires, des troubles de la peau, des yeux, etc. On retrouve dans ces produits chimiques des cancérigènes, d'autres produits classés comme mutagènes, d'autres comme perturbateurs endocriniens. On s'aperçoit qu'au final, on a une activité qui est extrêmement polluante. On voit sur cette photo satellite un petit cheminement qui correspond à une rivière qui a entaillé, qui a fait des méandres dans le paysage. On voit sur cette photo satellite des petits points blancs de chaque côté et on sait que chacun de ces points blancs est en fait un forage pour l'exploitation des gaz de schiste. Alors on est dans un cas un petit peu extrême aux États-Unis, dans le Colorado, où en fait c'est une zone assez désertique, peu peuplée, qui pourrait ressembler à notre Ardèche méridionale avec les gorges de l'Ardèche ou les gorges du Chassac. Mais on voit que ça prend énormément de surface. On a en gros un forage tous les 200 ou tous les 250 mètres et c'est assez problématique parce qu'il faut bien sûr pas mal de forages, beaucoup de pistes pour pouvoir relier ces forages les uns avec les autres, des pistes qui servent à acheminer du matériel, les foreuses, les tuyaux, les trépans, etc. Et chaque piste fait plusieurs mètres de large. Donc on voit que les paysages sont complètement modifiés une fois que l'on a mis en place cette extraction, cette fracturation hydraulique.